Nous commençons la dernière séquence de cette journée et je vais tout de suite donner la parole à Fabienne Bersegol, que je présente tout de même si nous la connaissons tous, qui est professeure à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et directrice de l'équipe de recherche Patrimoine, Littérature, Histoire. Elle a publié de nombreux essais et articles sur Chateaubriand, récemment Chateaubriand, Nouvelle perspective critique chez Garnier, avec Pierre Glaude et Jean-Marie Roulin, mais aussi, entre autres, sur Sand, Senancour, Stendhal, Barbé d'Aurevilly. Et elle travaille également sur les romancières du début du XIXe siècle, avec un livre récent publié en 2017, Les femmes en mouvement, l'univers sentimental et intellectuel des romancières au début du XIXe siècle, et sur les usages fictionnels du portrait, pour un numéro de romantisme et un volume portrait dans la littérature de Gustave Flaubert, Marcel Proust, toujours chez Garnier, avec Julie Anselmidi. Et je lui donne maintenant la parole pour une communication intitulée « L'éloquence mise en portrait dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand ». Merci, cher Alain, et merci donc aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je le fais vraiment avec grand plaisir parce que toutes les communications que j'ai pu entendre m'ont paru absolument passionnantes. Alors oui, je vais me concentrer sur Chateaubriand dans cette éloquence, en partant au fond, dans cette éloquence, oh là là, dans cette communication, en partant d'une question, d'une problématique très simple, c'est que je constate que Chateaubriand a principalement choisi la forme du portrait, donc pour présenter les orateurs dans les mémoires d'outre-tombe, et donc je voudrais très simplement réfléchir aux conséquences du choix de cette forme sur la mémoire qu'il a transmise de cette éloquence. Et donc je commence en fait par celui qui fait exception dans cette galerie de portraits, à savoir Robespierre. Il fait exception pourquoi ? Parce que pour Chateaubriand, ça lui semble une évidence que l'art oratoire fait pleinement partie de l'action politique. Or, précisément, il voit émerger avec Robespierre un acteur majeur de la Révolution qui semble dénué de toute puissance oratoire et qui semble incapable de s'assurer l'attention d'une assemblée. Donc j'ai mis là, vous voyez, un extrait c'est même le portrait en entier de Robespierre, parce qu'il est très bref par rapport aux autres portraits que l'on trouve dans les mémoires d'outre-tombe. Bon, vous voyez, Robespierre surprend, intrigue Chateaubriand parce que rien en lui n'attire le regard et ne retient l'oreille. Son visage est inexpressif, air commun, figure grise et inanimée. Sa mise est d'une correction suspecte. Il a l'air d'un régisseur de bonne maison, d'un notaire. C'est un inconnu au point que Chateaubriand est obligé de demander son nom, ce qui veut dire que son apparition n'est pas précédée d'une renommée qui ferait qu'on s'intéresse à lui. Et surtout, donc, note le mémorialiste, il fit un rapport long et ennuyeux, on ne l'écouta pas. Cette absence d'éloquence est pour Chateaubriand le signe d'un changement de personnel à la tribune qui a toutes les raisons de l'inquiéter. Il observe ailleurs dans les mémoires avec consternation la disparition des orateurs qui appartenaient encore à l'ancien ordre des choses, écrit-il, et leur remplacement par des hommes qu'il qualifie de terribles, des hommes dont la caractéristique, dit-il encore, est de parler peu ou point, ou mal, comme l'illustre la performance de Robespierre. À travers eux se joue le passage d'une éloquence théâtrale qui misait tout sur le pathos et qu'incarnait, on va le voir, pour le meilleur et pour le pire, Mirabeau, à une éloquence qui veut désormais se passer de la rhétorique, perçue comme artifice, comme art de la manipulation, soit en optant pour le mutisme ou le laconisme, soit par le choix de discours sans après qui ne font rien pour séduire le public. En concentrant son portrait sur la description physique de Robespierre, il ne dira quasiment rien d'autre de lui que ces phrases que je vous affiche. Donc, en se concentrant sur la description physique de Robespierre, Chateaubriand fait ressortir
la principale qualité de cette éloquence nouvelle qui prétend convaincre en s'appuyant sur l'éthos, soit sur l'image de lui que construit Robespierre en se montrant avec l'apparence donc d'un régisseur ou d'un notable. Et en disant cela, j'ai conscience de rejoindre pleinement l'analyse que fait Aurelio Principato dans Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne, où il constate qu'en l'absence des artifices de la rhétorique, la vertu, là je le cite, Aurelio, la vertu de Robespierre constituait à elle seule la garantie de sa parole. Il ne s'agit plus ici pour Robespierre d'emporter la conviction d'une assemblée en lui servant un beau discours qui va la toucher, mais de s'imposer à elle en lui donnant à voir à travers son physique, à travers la régularité de sa mise, l'incorruptible qu'il veut être. Il est clair qu'aux yeux de Chateaubriand, l'autorité qu'est censée donner cette posture qui relève pour lui d'une stratégie est finalement plus pernicieuse que celle que conférait la maîtrise oratoire, car elle est le signe d'une violence à froid, en quelque sorte normalisée, rationalisée et cachée sous le masque de la probité, qui se révélera plus destructrice. Le rapport long et ennuyeux prononcé par Robespierre pourrait marquer le triomphe de la raison dans un discours austère, débarrassé de tout ornement puisqu'il ne veut plus plaire, débarrassé de toute véhémence puisqu'il ne veut plus galvaniser les foules. Il résonne au contraire aux oreilles de Chateaubriand comme une parole glaçante qui se coupe finalement de toute humanité en ne faisant plus appel à la sensibilité de son locuteur comme de son auditoire, parole qui est ainsi prête à servir la cause de la terre. J'en viens maintenant au héros, donc à celui dont nous parlons beaucoup et que nous attendons tous, à savoir Mirabeau, bien sûr. Alors, à part Robespierre, toutes les têtes de proue de la Révolution sont, de fait, sous la plume de Chateaubriand, des orateurs qui ont fasciné les foules par la puissance de leur discours. Et donc, au premier chef, dans cette galerie, Mirabeau. Alors là, par contre, on a un portrait sur plusieurs pages particulièrement fouillé. Ce portrait atteste le maintien chez Chateaubriand, je crois, d'une conception aristocratique de l'éloquence comme art de la parole publique réservé à une élite lettrée dans laquelle peuvent revivre les grands modèles de l'Antiquité. Contrairement à Robespierre, Mirabeau est un nom connu, dont la personnalité doit tout à ses origines. Par la place qu'il réserve comme il se doit à l'étopée, c'est-à-dire à la caractérisation morale de Mirabeau, au rappel de sa biographie aussi, il commence par là, ce portrait invite à faire le lien entre la personne et le personnage public qui paraît à la tribune. Et donc, là je vais un peu vite, je ne cite pas, ce portrait met en avant les origines de Mirabeau. En commençant ainsi son portrait, Chateaubriand fait en réalité plus qu'inviter son lecteur à faire le lien entre l'homme et son discours. Il se place du côté de tous les théoriciens de l'éloquence qui, d'Isocrate à Quintilien, ont mis en avant l'influence primordiale de la réputation préalable de l'orateur sur la réception de sa parole. Contrairement à Robespierre, j'y reviens, dont le nom ne disait rien, Mirabeau paraît précédé d'une histoire familiale, mais aussi privée, avec suffisamment de péripéties connues pour que d'emblée, il suscite la curiosité. Il paraît surtout précédé d'un nom qui oblige, qui force le respect chez son auditeur et qui, quoi que fasse Mirabeau, l'assigne au service de sa classe. Et c'est là l'objectif que va se fixer le portraitiste Chateaubriand. Montrer que Mirabeau n'a pu se défaire de cet héritage légué par le nom et que sa nature aristocratique transparaît dans la moindre de ses prises de parole. D'où son choix d'émailler le long portrait de Mirabeau d'anecdotes, de traits d'esprit qui illustrent son attachement à sa classe, à son nom,
et qui le désigne comme l'un des plus brillants héritiers de l'art de la conversation, tout en saillie ingénieuse, qu'avait vu triompher l'Ancien Régime. Alors, bien sûr, on peut expliquer par le positionnement idéologique de Chateaubriand, par son souci de faire ressortir les affinités entre le célèbre orateur et lui, son insistance à débusquer l'aristocrate sous le masque du tribun. Mais, et ça me semble très important, ce parti pris montre aussi que Chateaubriand croit que l'être profond de l'orateur, tel qu'il a été façonné par son origine, par son éducation, se reflète inévitablement dans son discours. En tout cas, il est clair que lorsque Chateaubriand cite Mirabeau, décidément, voilà, ce sont les aléas du direct. Je vais essayer de faire en sorte que le téléphone ne sonne pas. Donc, je disais, il est clair que lorsque Chateaubriand cite Mirabeau, eh bien, il le cite pour prouver que Mirabeau ne peut pas trahir ce qu'il est vraiment. Et c'est vrai, du point de vue du style, puisque, voilà, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, Chateaubriand a soin de noter que Mirabeau tenait de son père et de son oncle, qui, comme Saint-Simon, écrivait à la diable des pages immortelles. Cela revient à inscrire Mirabeau dans une lignée d'écrivains aristocratiques qui n'entrent pas dans le canon, mais à qui leurs irrégularités mêmes valent une originalité qui finit par leur garantir le passage à la postérité. Que l'éloquence de Mirabeau ne puisse se réduire aux conventions de la rhétorique, qu'elle soit l'expression singulière d'une forte personnalité qui bouscule les règles du discours, c'est également ce que laisse deviner donc cet autre extrait là du portrait que j'ai mis, que je vous affiche. On lui fournissait des discours pour la tribune, il en prenait ce que son esprit pouvait amalgamer à sa propre substance. S'il les adoptait en entier, il les débitait mal. On s'apercevait qu'il n'était pas de lui par des mots qu'il y mêlait d'aventure et qui le révélaient. Une telle remarque paraît au premier abord desservir Mirabeau, dont on apprend qu'il avait des nègres. Mais le point positif est que Mirabeau démontre, par ses défauts d'élocution ou par ses rajouts involontaires dans ses discours d'emprunt, qu'il ne peut pas ne pas imprimer sa marque dans ce qu'il dit. Le problème reste que cette puissante originalité, Chateaubriand le dit ailleurs, est faite d'une énergie, c'est le terme qu'il utilise, qui provient de ses vices, autre terme qu'il utilise. Des vices, lesquels sont appuyés, je cite encore, sur des passions profondes, brûlantes, orageuses. On retrouve l'orage. Avec Mirabeau, autrement dit, Chateaubriand fait face à l'ambivalence fondamentale de l'énergie et des passions bonnes par l'impulsion qu'elles confèrent au discours, mais dangereuses dans la mesure où elles procèdent d'une inclination au mal. L'éloquence électrisante de Mirabeau fait voler en éclats l'idéal de l'orateur dont l'habileté est cautionnée par la vertu, idéal porté par Cicéron. Là, je fais référence à ce que nous expliquait hier Hélène Parent. Cette éloquence, elle prouve donc que la valeur esthétique d'un discours et que son efficacité peuvent être déconnectées de toute probité chez l'orateur, puisque ce qui ressort chez Mirabeau, c'est son hypocrisie. Et pourtant, si le portrait de Mirabeau ne vire pas à la charge sous la plume de Chateaubriand, c'est que la corruption de son caractère a des limites qui permettent de préserver une certaine grandeur morale. Par exemple, Chateaubriand va écrire que, je cite, Mirabeau ne faisait pas du meurtre une sublimité de l'intelligence. Et il va également insister sur le fait que la duplicité de Mirabeau n'était pas totale et qu'elle n'était pas tenable. Selon Chateaubriand, cette duplicité ne pouvait que le condamner à terme à l'échec, précisément parce que l'aristocrate en Mirabeau ne cessait de percer. Le portrait qu'il lui consacre prouve, au fond, que même chez un orateur aussi rompu à la rhétorique que Mirabeau,
l'éloquence reste en prise directe avec la personne, dont elle trahit les origines et dont elle répercute la pensée, quoi qu'il fasse pour la dissimuler ou pour la déformer. Alors, bien évidemment, c'est là aussi qu'il faut prendre en compte la forme du portrait et la mission du portraitiste. En révélant ce divorce, qui n'est au fond qu'apparent, entre la personne de Mirabeau et ses discours, Chateaubriand se donne, en tant que portraitiste, le rôle flatteur de l'observateur perspicace, qui sait démonter les artifices de l'orateur et mettre à nu ce qu'il veut travestir. Bon, là, je ne vais pas le faire, ça serait trop long, mais il faudrait précisément rentrer dans le détail du portrait pour montrer comment il s'y prend, pour expliquer, pour révéler avec finesse la tactique de Mirabeau. Si le portrait de Mirabeau exhibe l'importance primordiale de l'homme, de ses origines, de sa vie, de sa personnalité, dans son ethos d'orateur, il fait aussi une grande place à son physique, bien sûr, et à l'effet produit par ses apparitions à la tribune. Là encore, forme du portrait oblige. Je constate que Chateaubriand ne prend absolument pas la peine de résumer le contenu des discours de Mirabeau. Par contre, il s'arrête sur son visage et sur l'impression qu'il provoque. Alors, c'est peut-être le passage le plus célèbre du portrait de Mirabeau. Corinne en a rappelé des extraits tout à l'heure. C'est là que l'on retrouve effectivement le lion. Je lis rapidement la laideur de Mirabeau appliquée sur le fond de beauté particulière à sa race. Vous voyez, on revient quand même toujours aux origines. Produisait une sorte de puissante figure du jugement dernier de Michel-Ange. Au milieu de l'effroyable désordre d'une séance, je l'ai vu à la tribune, sombre, laid et immobile. Il rappelait le chaos de Milton, impassible et sans forme, au centre de sa confusion. Et je m'aperçois que j'ai sauté donc la phrase, effectivement, voilà, quand il secouait sa crinière en regardant le peuple, il l'arrêtait. Quand il levait sa patte et montrait ses ongles, la plèbe courait furieuse. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce portrait physique. Je l'ai fait ailleurs, je ne vais pas y revenir ici. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que c'est la preuve, en quelque sorte, à travers ce portrait, que l'on est entré dans ce que Jean-Claude Bercher appelle la politique spectacle. Chateaubriand nous fait comprendre que désormais, l'homme public est moins jugé à partir du contenu de son discours. Encore une fois, il ne le résume pas, lui, ce discours, qu'au vu de sa performance d'acteur et de l'effet produit par son physique. Et donc là, effectivement, je rejoins ce que disait Corinne Samina-Dayar sur l'importance primordiale prise par l'actio, par la scénographie. Chateaubriand lui-même ne manque pas, on le voit, de se mettre dans la position du témoin qui peut convoquer sa mémoire visuelle pour offrir à son lecteur un tableau qui parle à son imagination. On a ici un bel exemple de la quête d'une mise en présence sensible du passé qui passe par l'écriture d'un portrait qui se donne évidemment pour idéal l'hypotypose. Par là, ce portrait contribue à l'esthétisation de la représentation de l'éloquence orale, ressaisie dans des descriptions virtuoses qu'il évalue comme si elle était une œuvre d'art, un tableau ou un morceau de littérature. Car ce sont aussi ces qualités esthétiques qui suscitent, in fine, l'admiration de Chateaubriand pour les discours de Mirabeau, que son tempérament passionné porte à mobiliser les ressources de la littérature. Je cite encore un passage, une phrase du portrait de Mirabeau. « Cet homme, si positif dans les faits, était tout roman, tout poésie, tout enthousiasme par l'imagination et le langage. » Là, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est cette alliance des contraires qui distinguera toujours aux yeux de Chateaubriand le grand homme d'État, à commencer par lui-même, bien sûr, et qui assure la supériorité de Mirabeau. Alors, après Mirabeau, les portraits des autres orateurs de la Révolution que l'on trouve dans les mémoires retracent la déchéance de la parole publique.
Chateaubriand, là, s'accorde bien évidemment avec la plupart des historiens de la Révolution du XIXe siècle qui constatent ce déclin. Là encore, Corinne l'a constaté tout à l'heure. Qu'il y ait eu là pour Chateaubriand une occasion manquée, on peut le penser. Néanmoins, si l'on se souvient que, comme par exemple Diderot, il est convaincu que les grandes crises sont propices au réveil de l'éloquence, et finalement, ça nuance un petit peu là ce qu'il dit dans le portrait de Mirabeau, et finalement, pas seulement chez les plus instruits. Dans le génie du christianisme, on trouve en effet cette phrase qui peut étonner, que je lis: l'éloquence est un fruit des révolutions, elle y croit spontanément et sans culture, le sauvage et le nègre ont quelquefois parlé comme Démosthène. C'est présenter l'éloquence non pas comme une technique qui nécessiterait un apprentissage, mais comme une parole spontanément mise en mouvement par les grands troubles, par les émotions qu'il provoque, par les actions qu'il conduisent à vouloir susciter. Autrement dit encore, c'est donner la priorité aux passions, aux mouvements intérieurs soulevés par les épreuves traversées dans la naissance de l'éloquence. Reste que si cette possibilité existait, de voir surgir de nouveaux Cicérons, de nouveaux Démosthènes dans les classes populaires, elle ne s'est pas réalisée. En tout cas, du point de vue, si l'on en croit les portraits qui sont dans les mémoires d'outre-tombe. Le prouverait par exemple le portrait charge des orateurs du club des Cordeliers que brosse Chateaubriand. Tout montre là l'échec de l'espoir qui avait pu être placé dans la libération et dans la diffusion de la parole publique après des siècles de censure. Alors là, je ne vais pas développer, parce que c'est quand même bien connu, évidemment, Chateaubriand va pointer du doigt la grossièreté des propos, leur crudité, mais aussi leur brièveté. Ce qui le choque, c'est que ces orateurs ne sont plus capables d'argumenter, de débattre vraiment, mais s'en tiennent au fond à des mots d'ordre, à des injonctions brèves, impérieuses, et qui sont la plupart du temps des appels au meurtre, et qui visent toujours, c'est aussi ce que dit Chateaubriand, la domination du groupe, cette volonté de prendre le dessus tout de suite sur l'adversaire. Ce qui veut dire évidemment que les portraits que brosse Chateaubriand, dans ce cas, n'ont qu'un but: disqualifier ces orateurs en s'en prenant autant à la maladresse caricaturale de leur discours, à leurs prétentions, qu'à leur immoralité. Alors, Camille Desmoulins devient un Cicéron bègue, par exemple, Marat ne sait que pérorer, etc., etc. Je voudrais me centrer sur Danton, sur la façon dont il va traiter, composer le portrait de Danton, parce que ce qui me semble intéressant, là, c'est l'impact, au fond, que vont avoir les citations qu'il fait de paroles de Danton. Chateaubriand choisit, en effet, de donner dans ses amples portraits, qui cherchent à cerner donc la personnalité et les idées de l'orateur, non pas donc des résumés de discours, mais une sélection d'anecdotes et de bons mots trouvés pour la plupart dans la biographie Michaud. On parlait des sources tout à l'heure, c'est une source importante de Chateaubriand. Il y a en effet fort à parier que la construction de ces portraits autour de quelques paroles mises en exergue pour leur prétendue représentativité a beaucoup contribué à ramener l'éloquence révolutionnaire à quelques formules à effet, faciles à mémoriser, qui avaient pour but d'illustrer l'absence de scrupules de ces orateurs et surtout leur goût pour la violence. Et Danton fait particulièrement les frais de cette tactique qui revient à ne garder de ses interventions que quelques paroles, faisant, j'allais dire, quelques slogans, faisant entendre son indifférence au sort des victimes. Par exemple, lorsque Chateaubriand rapporte sa réponse, vous l'avez là, on implorait Danton pour les victimes, je me des prisonniers, répondit-il. C'est au moment des massacres de septembre 92. Ou
lorsqu'il reprend ses appels aux régicides et à l'exécution des innocents qui sont perçus comme des obstacles au progrès de la Révolution. Nous, Danton, plus franc que les Anglais, disait « Nous ne jugerons pas le roi, nous le tuerons ». Il disait aussi « Ces prêtres, ces nobles ne sont point coupables, mais il faut qu'ils meurent parce qu'ils sont hors de place, entravent le mouvement des choses et gênent l'avenir ». Vous voyez, quand je parlais de slogan, ces paroles complètement décontextualisées et jetées comme ça en pâture donc aux lecteurs de ces portraits et des paroles données comme résumant en quelque sorte en elle-même tout ce que par ailleurs avait pu dire Danton. La différence ici évidemment est patente avec les traits d'esprit insérés dans le portrait de Mirabeau qui avait pour objectif de mettre en valeur son art de la formule, sa subtilité, son intelligence fondée sur son ascendance aristocratique. Dans le cas de Danton, nous n'entendons plus que des paroles scandaleuses par leur déni de justice et d'humanité, qui prennent la forme de mots d'ordre, voilà, on y revient, c'est s'exprimer sous la forme désormais d'injonctions, des mots d'ordre donc indiquant la tâche à accomplir de préférence criminelle. La comparaison de leurs portraits fait ressortir en priorité la supériorité morale de Mirabeau, dont les discours étaient mensongers, certes, mais auxquels Chateaubriand savait gré de ne pas avoir cédé aux sirènes du crime. Elle permet aussi de prendre la mesure du changement qui s'est opéré avec le passage de la parole ornée héritière de l'Ancien Régime, qui se voulait, et là je vais citer Michel Delon, au-delà du discours comme un raffinement de la culture, à ce mot d'ordre qui vise seulement, dit encore Michel Delon, l'efficacité linguistique, qui dit le combat à mener et qui se place donc en deçà du discours comme vérité première de la nature humaine. Notons par contre que les deux portraits, et là je ne fais que le signaler, se rejoignent dans l'importance accordée à l'effet, encore une fois, produit par le physique également impressionnant de Danton. On retrouve la laideur, donc, qui devient un topos. Dans le cas de Danton, comme de Marat et d'autres révolutionnaires de cette période, le discours épidictique qu'a servi dès l'Antiquité le portrait rejoint le discours judiciaire dans la mesure où Chateaubriand donne l'impression d'instruire un procès qui vise à condamner l'homme à travers l'orateur, dont quelques paroles sont reprises comme autant de preuves à charge. Cette rhétorique inquisitoriale fait pourtant parfois place à des nuances et je terminerai par là. Ainsi en va-t-il pour Camille Desmoulins, qui, en s'opposant à Robespierre, rachète à la fin, je cite Chateaubriand, par son courage, ses égarements. Les circonstances de son avènement à l'éloquence méritent l'attention. Je lis, il donna le signal de la réaction contre la terreur. Une jeune et charmante femme, pleine d'énergie, en le rendant capable d'amour, le rendit capable de vertu et de sacrifice. L'indignation inspira l'éloquence à l'intrépide et grivoise ironie du tribun. Il assaillit d'un grand air les échafauds qu'il avait aidé à élever. Alors certes, Chateaubriand retrouve dans la dernière phrase l'ironie dont il fait habituellement preuve pour railler les hommes de la terreur qui dénoncent un peu tard la violence qu'ils ont instituée. Il est clair qu'à ses yeux, de tels comportements leur font finalement honneur, mais ne suffisent pas à faire oublier leur culpabilité. Il est néanmoins intéressant de noter la corrélation qu'il établit entre l'éloquence soudaine de Camille Desmoulins et le transport vertueux qui l'anime désormais. Tout se passe comme si Chateaubriand voulait réserver ce terme d'éloquence pour le moment où le discours de Camille Desmoulins pouvait en représenter l'idéal, sous la forme d'une parole dont l'ardeur est désormais attisée par une cause juste, qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi et qui lui permet d'affronter la mort sans déchoir. Camille Desmoulins confirme par sa fin que la véritable éloquence provient pour Chateaubriand comme pour Germaine de Staël de la puissance des sentiments sur notre âme, je cite ici de la littérature de Staël, et de l'exaltation que procure le service du bien. Comme Danton, Camille Desmoulins s'en sort par son tempérament passionné, qui ne l'exonère pas de tous ses crimes, mais qui lui donne l'énergie pour se soulever finalement contre la violence. C'est là un point sur lequel Chateaubriand ne varie pas,
Comme Germaine de Staël, il valorise l'élan passionnel dont procède l'éloquence, qui n'aboutirait à rien si elle s'appuyait seulement sur la force du raisonnement et qui pourrait même être plus dangereuse. De fait, Chateaubriand le redit dans le portrait qu'il laisse de Danton, je lis, « Ces passions auraient pu être bonnes, par cela seul qu'elles étaient des passions. On doit faire la part du caractère dans les actions des hommes. Les coupables à imagination comme Danton semblent, en raison même de l'exagération de leurs dits et déportements, plus pervers que les coupables de sang-froid, et dans le fait, ils le sont moins. » La hiérarchie ainsi établie confirme l'effroi que lui avait inspiré, comme le dirait Germaine de Staël, l'imperturbable sang-froid du vice, je reviens au point de départ, incarné par Robespierre. Elle atteste le bien fondé des passions, secondées par l'imagination, qui témoigne d'une nature sensible, qui peut tomber dans l'erreur, mais que l'on peut aussi supposer accessible aux élans généreux et capable d'entraîner les foules vers de nobles causes. Voilà, je m'en tiens là.